Assure-toi de ne pas être dans les parages quand nous partirons pour l'Italie, a dit mon frère pendant le dîner. Ce serait gênant si tu essayais de t'incruster. Ma mère a hoché la tête. Ce n'est tout simplement plus ta place. J'ai simplement levé mon verre et j'ai dit, compris. Plus tard dans la nuit, j'ai tranquillement annulé tous leurs billets et j'ai attendu. À l'enregistrement, l'embarquement leur a été refusé. Ma sœur m'a envoyé un texto, règle ça maintenant. J'ai souri. Je ne pensais pas qu'ils deviendraient mes ennemis ce soir-là. Honnêtement, si vous m'aviez dit 24 heures avant ce dîner que les choses s'effondreraient aussi vite, j'aurais ri. Je planifiais ce voyage depuis des semaines, comptant les jours avant de pouvoir enfin voir leur réaction. Je pensais que ce serait l'un de ces rares moments où tout fonctionnerait parfaitement. Pas de dispute, pas de jugement, juste de la reconnaissance. C'était un vendredi soir, il faisait chaud dehors, le genre de temps qui vous fait penser que de bonnes choses sont en route. Je suis arrivé chez mes parents avec une bouteille de vin et un sourire niais. Cela faisait un moment que je n'avais pas fait quelque chose comme ça, juste me présenter pour m'asseoir avec eux comme au bon vieux temps. Je suis entré comme un imbécile, pensant que j'entendrais « Nous sommes fiers de toi » ou au moins « Merci ». 3 semaines auparavant, j'avais obtenu le genre de promotion qui change toute votre catégorie financière. Je ne leur ai pas dit tout de suite. Je voulais que ce soit spécial. Je voulais l'envelopper dans quelque chose de mémorable. Alors, j'ai réservé un voyage en famille en Italie. Florence, Rome, Venise première classe, hôtel 5 étoiles. J'ai tout payé, jusqu'au dernier centime. Je me suis dit que ça en valait la peine, même si cela faisait une brèche dans mes économies. C'était la famille. C'est ce qu'on fait. Quand je leur ai finalement annoncé, je m'attendais à de la surprise, peut-être des larmes. De la gratitude, au minimum. Mais ce que j'ai eu à la place, c'est quelque chose que je ne peux toujours pas expliquer complètement. Ma mère a fait un demi-sourire et a dit, « C'est généreux de ta part. » Ma sœur a demandé si elle pouvait amener son amie Mia. Mon père a haussé les sourcils comme s'il ne pouvait pas croire que j'avais autant d'argent. Et mon frère, il s'est juste versé un autre verre de vin et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Assure-toi juste de ne pas être dans les parages quand nous partirons pour l'Italie. Ce serait gênant si tu essayais de t'incruster. J'ai cru qu'il plaisantait. Je l'ai regardé, j'ai attendu la chute, mais il ne souriait pas. Ma mère n'a même pas bronché. C'est juste que ce voyage, il s'agira de nous. Tu as ta vie maintenant, et c'est super, mais ce n'est plus vraiment ta place. Je les ai dévisagés. Ma sœur faisait déjà défiler son téléphone, montrant à notre mère des photos d'un bikini qu'elle voulait porter sur la côte. Elle n'a même pas jeté un regard dans ma direction. Personne n'a demandé ce que je voulais dire quand j'ai dit « compris ». Je l'ai dit calmement. J'ai même levé mon verre comme si je trinquais à leur plan. Ils ont fait teinter leur verre contre le mien. Mon père a ri et a commencé à parler de parfum de glace. Il n'avait aucune idée. Cette nuit-là, je suis retourné à mon appartement. Je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Les courriels de confirmation de vol étaient toujours dans ma boîte de réception. Un par un, je les ai ouverts, je me suis connecté au site web de la compagnie aérienne et j'ai tout annulé. Chaque billet, chaque réservation d'hôtel, le service de voiture que j'avais réservé pour venir les chercher, tout a disparu. Cela a pris 15 minutes. Le lendemain matin, personne ne m'a appelé. Personne n'a pris de mes nouvelles. Ils ont juste continué à parler dans la discussion de groupe de ce qu'il fallait emporter et de la façon de passer la douane plus rapidement. Pas d'excuses, pas de remords. Ils pensaient vraiment qu'ils allaient m'utiliser comme un distributeur automatique et me laisser de côté. 2 jours plus tard, ils se sont présentés à l'aéroport dans leur tenue de voyage, traînant des bagages flambant neufs que je suis sûr qu'ils avaient achetés juste pour ce voyage. Ma sœur a posté un égo-portrait devant le terminal avec la légende « Ciao, bébé ». Ils sont allés jusqu'au comptoir d'enregistrement et puis, un par un, l'embarquement leur a été refusé. C'est là que les textos ont commencé à affluer. Le premier texto venait de ma sœur, « Règle ça maintenant ». Il a illuminé mon écran alors que je me versais mon deuxième café. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé. Puis 3 autres sont arrivés. Pourquoi nos billets sont-ils annulés? Ils ont dit que c'est toi qui l'as fait. Jacob, tu es sérieux, putain? Toujours rien de ma part. Je voulais les laisser mariner un peu. À ce moment-là,
je regardais déjà leur effondrement se dérouler via l'application de la compagnie aérienne. Les 4 billets, annulés, non remboursables, juste là avec un X rouge à côté d'eux. Ils avaient essayé de s'enregistrer et refusé. Réessayer au comptoir, rien. Puis la discussion de groupe s'est enflammée. Papa, que se passe-t-il? Sœur, il ne nous laisse pas embarquer. Frère, Jacob, si c'est une sorte de blague, annule ça tout de suite. Maman, appelle-nous immédiatement. Ce n'est pas drôle. J'ai attendu. Les ai laissés paniquer. Les ai laissés goûter à cette confusion. Puis j'ai envoyé un seul texto, ce n'est tout simplement plus votre place. Rien pendant environ 1 minute complète. Le silence. Et puis ça a explosé. Ma sœur était la plus bruyante. Elle a envoyé 13 messages en moins de 5 minutes. Elle m'a accusé d'avoir gâché son année, a dit qu'elle avait acheté de nouvelles tenues et avait pris des rendez-vous chez le coiffeur juste pour ça. Elle m'a dit que j'étais cruel, égoïste, manipulateur. Puis elle a changé de tactique et a commencé à me faire culpabiliser, demandant comment je pouvais faire ça à ma propre famille. Mon frère a commencé à envoyer des menaces, le genre de conneries à moitié cuites qu'il lance quand il est acculé. Il a dit que je leur devais ça pour avoir initié toute cette histoire, que je les avais appâtés avec un voyage juste pour le leur retirer sous le nez. Ma mère m'a accusé d'avoir planifié ça depuis le début, d'instrumentaliser la générosité. Et puis, vers midi, j'ai reçu un appel de mon père. Je l'ai laissé sonner 2 fois. La 3e fois, j'ai décroché. Tu nous as ridiculisés. Je n'ai même pas répondu. Tu nous as fait passer pour des imbéciles en public à un comptoir d'enregistrement international. Tu trouves ça drôle? Il a attendu. Je n'ai rien dit. Puis j'ai raccroché. Après ça, ils se sont tus un moment. Je pense que le poids de ce que j'avais fait commençait à se faire sentir. Que ce n'était pas juste une farce ou un caprice. C'était permanent. Cet après-midi-là, je me suis connecté à ma banque. Ma sœur avait un virement permanent, 1300 $ par mois. Elle l'utilisait pour sa nounou, ses courses, des trucs divers. Je l'ai annulé. Puis j'ai bloqué la carte qu'elle avait sur mon compte. Elle l'avait utilisée pour commander pour 200 $ de produits de bain la semaine dernière. Ensuite, j'ai appelé le concessionnaire. Le VUS blanc garé dans l'allée de mes parents avait mon nom sur le titre de propriété. Je n'ai même pas hésité. Je leur ai donné l'adresse, leur ai dit de le ramener. Il était parti à 15 h. À 17 h, j'ai appelé le propriétaire de mon frère. Bail à mon nom, 1000 $ par mois. Il n'avait pas payé un centime depuis plus de 6 mois. Je leur ai donné un préavis de résiliation du bail. Ils auraient 30 jours pour s'occuper de lui. Cette nuit-là, la discussion de groupe a réessayé. Maman, soyons rationnels. Sœur, s'il te plaît. Je n'ai aucun moyen de payer la nounou maintenant. Frère, je vais me débrouiller. Mais ce que tu as fait, c'est dégueulasse. Pas d'excuses. Pas de réel remords. Juste de la panique. Il pensait que j'étais encore la version de moi qui avait besoin d'eux. Celui qui achetait le silence, la connexion ou l'appartenance. Il n'avait pas remarqué que cette version de moi avait disparu depuis longtemps. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il refusait toujours de croire, c'est que je le pensais vraiment. Ce n'était pas de la vengeance. C'était simplement une façon de tourner la page. Et il n'était pas prêt pour ça. Le lendemain matin, on était passé de la colère au désespoir. La discussion de groupe était restée silencieuse pendant la nuit, ce à quoi je m'attendais. Ils se regroupaient. Je les imaginais tous de retour chez mes parents, probablement assis dans le salon avec leur téléphone, se disputant sur la façon de me gérer. J'imaginais ma mère essayant d'arrondir les angles, ma sœur faisant les 100 pas, mon père jurant probablement à voix basse pendant que mon frère blâmait tout le monde sauf lui-même. À 8h12 du matin, j'ai entendu des coups violents à ma porte d'entrée. Je n'ai même pas eu besoin de regarder par le Judas. Je savais déjà que c'était ma sœur. Elle criait mon nom comme si c'était urgent, comme si elle était sur le point de s'effondrer ou quelque chose du genre. Je suis resté dans la cuisine en sirotant mon café et j'ai juste écouté. Ce n'est pas juste, Jacob. On ne coupe pas les ponts avec les gens comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Elle a de nouveau frappé à la porte. Je jure que si tu n'ouvres pas cette porte. Puis, le silence. Finalement,
je l'ai entendu s'éloigner en trombe dans le couloir. Je l'ai regardée depuis la fenêtre alors qu'elle montait dans sa voiture et y restait assise un moment, tapant furieusement sur son téléphone. Une minute plus tard, une autre série de messages a fait exploser mon écran. Félicitations. La nounou a démissionné ce matin. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas compter sur un salaire qui pourrait disparaître. Alors maintenant, je suis coincé avec tout. Suivi de « Tu as fait ça pourquoi ? À cause d'une conversation pendant un dîner ? Et puis, tu as besoin d'aide. » Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis de nouveau connecté à ma banque et j'ai vérifié. Virement vers elle annulé. Carte désactivée. Elle ne bluffait pas. Je n'avais aucun doute que la nounou était partie. Elle a probablement pensé que ce n'était qu'un autre des drames de ma sœur et ne voulait pas être prise dedans. Femme intelligente. Quelques heures plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était mon père. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale comme je l'avais fait avec tous les autres. Son message était plus long cette fois. Il a commencé comme ceci: « Jacob, ta mère est bouleversée. J'essaie de maintenir le tout, mais tu nous mets dans une position que nous n'avions jamais imaginée. » Puis il a expliqué comment ils avaient planifié ce voyage comme un « nouveau départ », comment il était censé « guérir la distance » entre nous. Il a dit que j'avais « surréagi ». Il a vraiment utilisé ce mot. Surréagi. Puis est venue la partie qui m'a fait rire. Tu devrais peut-être réfléchir à 2 fois avant de couper les ponts. On ne sait jamais quand on aura de nouveaux besoins de sa famille. J'ai sauvegardé le message au cas où j'oublierais un jour pourquoi j'avais arrêté de répondre à leurs appels. Plus tard cet après-midi-là, ma mère a réessayé. D'abord, un texto, on peut se voir ? Juste parler. J'ai l'impression qu'on dit tous des choses qu'on ne pense pas, puis un message vocal, de 3 minutes. Elle a dit que j'étais froid, que je gardais rancune. Que la famille n'est pas quelque chose dont on peut se retirer juste parce que nos sentiments ont été blessés. Que si j'avais besoin d'espace, d'accord. Mais les couper financièrement était méchant. Elle a dit que je le regretterais. J'ai écouté le tout sans la moindre réaction. Il pensait toujours que c'était temporaire, un caprice. Il pensait que je finirais par revenir en rampant, le portefeuille à la main, m'excusant d'avoir outrepassé mes limites. Mais ce qu'il ne comprenait pas, ce qu'aucun d'eux ne voulait comprendre, c'est que ce n'était pas un caprice. C'était de la lucidité. Ce voyage était censé être un tournant. Et il l'a été, mais pas de la manière qu'ils attendaient. Ils ont clairement indiqué que je ne faisais plus partie de leur cercle. J'étais juste le type qui payait pour ça. Alors je me suis retiré complètement de l'équation. Et la suite ? Cela dépendait entièrement d'eux. 3 jours de silence. C'était le premier signe que quelque chose n'allait pas. Pas un seul message, pas d'appel téléphonique, pas même de fausses excuses. Après l'effondrement à l'aéroport et les retombées financières, je m'attendais à ce qu'ils reviennent à la charge en criant, en négociant, en blâmant. Mais au lieu de ça, rien, comme s'ils avaient tous disparu. Cela ne ressemblait pas à de l'acceptation. On aurait dit qu'ils se regroupaient. J'avais raison. Jeudi matin, juste après 10 heures, j'ai reçu un appel des ressources humaines de mon entreprise. Une voix calme, professionnelle, m'a demandé si j'avais un moment pour discuter d'une plainte qui avait été déposée. Ce mot, plainte, m'a serré la poitrine une seconde. Je suis entré dans une salle de réunion et j'ai demandé de quoi il s'agissait. Ils ont dit avoir reçu un signalement anonyme via le portail éthique de l'entreprise. Quelqu'un avait soumis un courriel détaillé affirmant que j'avais détourné des fonds de l'entreprise pour payer des vacances familiales personnelles, menti sur mes notes de frais et utilisé les remboursements de voyages d'entreprise pour couvrir des faveurs personnelles. Il y avait des pièces jointes, de fausses factures, des captures d'écran, et même une note de service d'entreprise fabriquée de toutes pièces faisant référence au voyage en Italie comme faisant partie d'une retraite de direction. J'ai su instantanément qui était derrière ça. Ils avaient transformé leur humiliation en sabotage. Heureusement, je n'ai jamais facturé une seule dépense pour l'Italie à l'entreprise. Tout provenait de mon propre compte. Les ressources humaines ont dit que les documents semblaient suspects et des noms mal orthographiés, une mise en forme incorrecte. Ils m'ont dit qu'ils ouvriraient un examen formel, mais qu'ils avaient déjà quelqu'un qui vérifiait tout ce que j'avais soumis. À 15 heures, ils m'ont innocenté. Mais cela n'avait pas d'importance. L'intention était claire. Ils n'étaient pas seulement en colère.
Ils essayaient de détruire quelque chose que j'avais construit par moi-même. Silencieusement, systématiquement. Je n'ai pas réagi. J'ai juste envoyé un texto à ma sœur. Belle tentative. Essaie d'épeler correctement le nom du vice-président la prochaine fois. Elle a répondu 10 minutes plus tard. Aucune idée de quoi tu parles. Suivi de « Tu penses toujours que tout le monde t'en veut. Ce n'est pas sain. Et enfin, fais-moi signe quand tu seras prêt à te comporter en adulte. » Cette dernière phrase m'a fait rire. Je secouais encore la tête quand on a sonné à ma porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé une femme que je ne reconnaissais pas. Fin de la trentaine, une expression lasse, tenant un petit garçon dans un bras et un sac en toile dans l'autre. Elle a demandé si j'étais Jacob. J'ai hoché la tête. Je suis Clara. Je travaillais pour votre sœur. La nounou, a-t-elle dit. Je suis désolé de me présenter comme ça, mais j'ai pensé que vous devriez voir ça avant qu'elle ne l'enterre. Elle m'a tendu une clé USB, m'a dit qu'elle démissionnait, que les choses étaient devenues trop toxiques dans cette maison. Elle a dit qu'elle ne voulait pas s'impliquer, mais qu'elle avait sauvegardé les fichiers. Juste au cas où. Je lui ai offert de l'argent. Elle a refusé. Elle vous a beaucoup menti, a dit Clara avant de partir. J'ai fermé la porte, branché la clé sur mon ordinateur portable et ouvert le dossier. C'était pire que ce que j'imaginais. Il y avait des enregistrements, des fichiers audio de ma sœur parlant à des amis et à ma mère se vantant, se moquant, m'appelant un distributeur de billets glorifié, disant des choses comme « il paiera toujours si on le fait culpabiliser un peu ». Un extrait la montrait expliquant à quelqu'un comment elle m'avait manipulé pour que je croie que le voyage en Italie était une célébration familiale, alors qu'en réalité, c'était juste notre récompense pour avoir supporté son attitude de supériorité morale. La voix de ma mère apparaissait plus d'une fois, approuvant, lui disant de ne pas s'inquiéter parce que je n'avais jamais eu de colonne vertébrale. Et il y avait plus. Des captures d'écran de discussions de groupe dont je ne faisais pas partie. Des photos de mon appartement qu'elle avait dû prendre en secret lors de ses visites, avec des légendes comme « Devinez qui paie le loyer pour nous tous ?» Même une ébauche d'un courriel qu'ils avaient failli envoyer à mon patron une semaine plus tôt, m'accusant de harcèlement au travail. Mon nom tapé encore et encore à des endroits où il n'avait rien à faire. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, puis j'ai tout copié sur un disque crypté. Je n'ai rien dit pendant un moment. Je n'ai pas envoyé les fichiers. Je ne les ai pas menacés. Je suis resté assis avec ça jusqu'à minuit environ. C'est là que je lui ai envoyé un dernier texto. Je sais tout. Bonne chance. Elle n'a pas répondu, mais ma mère l'a fait à 1h43 du matin. 2 mots. S'il te plaît, arrête. Le ton avait changé maintenant. Ils avaient essayé de m'utiliser, puis la culpabilité, puis les menaces, puis le sabotage. Maintenant, ils avaient peur, et je n'avais même pas encore commencé. Après cette nuit-là, je n'ai eu aucune nouvelle de ma sœur pendant une semaine entière. Pas un seul message. Pas d'appel, pas de texto sarcastique, ni de fausses inquiétudes. C'était comme si elle s'était évaporée. Mais je savais que ce genre de silence de sa part n'était pas la paix. C'était le mode survie. Elle se cachait, gagnait du temps. La seule qui continuait à me contacter était ma mère. Tous les quelques jours, je recevais un message court et vague de sa part. Il faut qu'on parle, ou, quoi que ce soit, c'est allé trop loin. Puis un jour, elle a cessé d'essayer aussi. C'est là que j'ai réalisé qu'elle avait dû voir le contenu de la clé USB. Que Clara lui en ait donné une copie ou qu'elle l'ait obtenue par ma sœur, je ne sais pas. Mais une fois qu'elle a su ce que j'avais, le jeu a changé. Mon père ? Silence radio. Pas même un article transféré de manière passive-agressive. Il avait pris son humiliation et l'avait scellé comme il le faisait toujours. S'il ne le reconnaissait pas, peut-être que ce n'était pas arrivé. Mon frère a été le dernier à abattre ses cartes. C'est arrivé sous la forme d'un avis d'expulsion. Apparemment, après que je me sois retiré du bail, le gestionnaire immobilier lui avait donné 30 jours pour reprendre le bail ou partir. Il n'en avait pas les moyens. Alors, au lieu de m'appeler ou d'admettre sa défaite, il a essayé de me poursuivre pour détresse émotionnelle. Il m'a envoyé une copie des documents, écrits à la main au stylo bleu, à peine lisible. Il disait que je lui avais fait perdre sa stabilité de logement et que je lui devais 6 mois de loyer futur pour compenser le traumatisme. C'était si ridicule que je l'ai gardé dans un tiroir au cas où j'oublierais un jour le niveau de prétention auquel j'avais affaire.
Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé déposer sa plainte. Elle a été rejetée presque immédiatement. Quelques jours plus tard, il s'est présenté à mon immeuble. Je n'ai pas ouvert la porte. Je l'ai observé de ma fenêtre alors qu'il se tenait sur le trottoir en hurlant dans son téléphone. Je l'ai vu faire des gestes comme s'il était prêt à jeter quelque chose. Puis il s'est simplement arrêté, a levé les yeux vers ma fenêtre. Pendant une seconde, il a regardé fixement comme s'il ne reconnaissait plus la personne de l'autre côté de la vitre. Puis il s'est retourné et s'est éloigné. Le soir même, ma sœur a craqué. Elle m'a envoyé un paragraphe. Long, brouillon, émotionnel. Elle disait qu'elle était désolée. Qu'elle avait fait une erreur, que je lui manquais, que j'avais toujours été le plus fort, et qu'elle ne pensait pas ce qu'elle avait dit au dîner. Elle a demandé si nous pouvions nous voir, juste pour parler. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai pris rendez-vous avec mon avocat. J'y pensais depuis un moment. La voiture toujours à mon nom. La propriété où vivaient mes parents je ne la possédais pas, mais je couvrais discrètement les impôts depuis 2 ans. C'était terminé. Des lettres officielles ont été envoyées, des documents déposés. J'ai révoqué les privilèges de procuration que mon père ne savait même pas qu'il avait encore sur l'un de mes anciens comptes. J'ai vérifié chaque détail commun que j'avais jamais partagé avec l'un d'eux. Petit à petit, je les ai effacés de tout, de chaque système, de chaque connexion. Et en les regardant se démener pour récupérer ce qu'ils avaient perdu, j'ai réalisé quelque chose d'inattendu. Ils n'étaient pas seulement en colère. Ils étaient terrifiés par une version de moi qu'ils n'avaient jamais connue, une qui n'avait pas besoin d'eux, une qui avait cessé d'espérer qu'ils changeraient. Et maintenant, ils comprenaient enfin. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Cela fait un peu plus de 3 mois que tout s'est terminé. Au début, je continuais de vérifier mon téléphone, m'attendant à moitié à une autre explosion, un autre message vocal en colère, un autre message chargé de culpabilité. Mais il n'y avait rien. Lentement, le bruit a cessé. Le silence total. Cela ne s'est pas fait d'un seul coup. Ma sœur a essayé de s'accrocher le plus longtemps. Ces messages ont commencé à se raréfier. Moins d'insultes, plus de positivité forcée. Elle a envoyé une photo de son enfant en train de peindre à la garderie. Pas de légende. Une semaine plus tard, elle a enchaîné avec un message plus long sur la façon dont elle avait réfléchi et grandi de cette expérience. Elle a dit qu'elle espérait que nous pourrions reparler un jour. Je l'ai lu, puis je l'ai archivé. La même femme qui se moquait de moi dans mon dos, qui a essayé de ruiner mon travail, qui m'a utilisé pendant des mois, maintenant elle voulait une remise à zéro, comme si rien ne s'était passé. Mais il n'y a pas de remise à zéro après ce qu'elle a fait. Il n'y a aucune version de moi qui oublie quoi que ce soit de tout ça. Mon frère a abandonné plus vite. J'ai appris par une connaissance commune qu'il squattait sur le canapé d'un ami et essayait de vendre des baskets en ligne pour payer son loyer. Il n'a plus jamais envoyé de message après que les documents judiciaires ont été rejetés. Je pense qu'il a compris le message une fois pour toutes. La belle vie était terminée. Mes parents ont été les derniers à se taire. Ma mère a fait une dernière tentative. Elle a envoyé une longue lettre par la poste, manuscrite. Elle commençait gentiment, presque trop gentiment. Puis c'est devenu étrange. Elle disait qu'elle comprenait pourquoi j'étais en colère mais prétendait aussi qu'elle n'avait jamais eu l'intention de m'exclure. Elle disait que c'était juste un malentendu et que les familles se disputent tout le temps. Puis elle a écrit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu n'étais pas censé le prendre si personnellement. Cette phrase m'a trotté dans la tête pendant des jours. Mon père n'a rien envoyé. Pas de lettre, pas de message. Il a simplement disparu de tout. Il m'a même bloqué sur son téléphone, comme si j'avais fait quelque chose d'impardonnable. Comme si je les avais trahis. Et peut-être que dans leur monde, c'est ce que j'ai fait. J'ai cessé d'être celui qui finançait leur vie, qui restait silencieux, qui laissait passer. J'ai entendu dire par quelques personnes qu'ils racontent leur version de l'histoire à quiconque veut bien l'écouter. Que je me suis retourné contre eux après un désaccord insignifiant. Que je suis égoïste, arrogant, instable. Que j'ai laissé l'argent me changer. Ce qu'ils ne disent pas, ce qu'ils ne diront jamais, c'est ce qui s'est réellement passé. Ils ne parlent pas de la façon dont ils ont ri en m'excluant d'un voyage que j'avais payé. Ils ne mentionnent pas les mensonges, le sabotage ou les enregistrements. Ils ne parlent pas de la façon dont ils m'ont regardé dans les yeux et ont clairement indiqué que je n'étais rien de plus qu'une carte de crédit pour eux.
Non, cette partie-là, ils l'omettent. Et c'est très bien. Ils peuvent construire l'histoire dont ils ont besoin pour se sentir comme les victimes. Mais voici la vérité. Ils pensaient que je ne partirais jamais parce que je ne l'avais jamais fait auparavant. Ils pensaient qu'ils pouvaient m'humilier, me mentir, et quand même garder mon argent et mon soutien. Ils pensaient que je serais toujours celui qui pardonnait, qui payait, qui essayait de réparer ce qu'ils cassaient. Ils avaient tort. Nous ne nous parlons plus. Il n'y a pas d'appel, pas d'anniversaire, pas de fête de fin d'année gênante, pas de fausses excuses. Juste un espace propre et vide. Ils me détestent maintenant. Non pas pour ce que j'ai fait, mais parce que je les ai finalement forcés à vivre sans moi. La mise à jour. 3 semaines de plus se sont écoulées depuis cette dernière vague de silence. Aucun contact, aucune lettre, aucune visite surprise. La ligne est nette maintenant, comme si quelqu'un avait enfin coupé le fil qui s'effilochait depuis des années. Et pour la première fois de ma vie, mes journées sont calmes. Paisibles d'une manière dont je ne savais pas avoir besoin. Personne ne demande d'argent. Personne ne me fait culpabiliser pour que je prenne l'avion pour des vacances ou que j'aide à payer des dépenses imprévues. Mon téléphone ne vibre plus à minuit avec les urgences de ma sœur ou les textos vagues d'un mot de mon père exigeant que je rappelle. Ils sont partis. Pas seulement physiquement, mais mentalement. Ils ont basculé dans un lieu que je n'occupe plus. Et ma vie, elle est meilleure. Je me lève plus tôt maintenant, non pas parce que je dois le faire, mais parce que je le veux. J'ai recommencé à cuisiner. De vrais repas, pas des plats à emporter. Je vais me promener après le travail. Je dors vraiment toute la nuit. Mon appartement semble plus grand, plus propre. J'ai même enlevé certaines des vieilles photos de famille que je gardais par culpabilité. Je les ai remplacées par des photos de lieux que j'ai visités. De gens qui ne m'ont rien demandé d'autre que d'être là et d'être moi-même. Quelques personnes dans ma vie connaissent toute l'histoire. Je ne la raconte pas souvent, mais quand je le fais, leurs réactions sont toujours les mêmes. Une version de « Je n'arrive pas à croire que tu aies vécu ça ». Mais la vérité, c'est que je ne l'ai pas vécu. Je l'ai subi pendant des années. Je l'ai accepté. Je l'ai normalisé. Ce n'est que maintenant, avec la distance, que je peux vraiment le voir pour ce que c'était. Une lente érosion. La mort à petit feu par 1000 prélèvements. De l'amour qui venait avec des factures. Un soutien qui venait avec des conditions. Une famille qui n'existait que lorsque je payais la colle pour la maintenir ensemble. Et je ne suis pas amer. Même plus en colère. Cette partie s'est consumée. Ce qui reste est quelque chose de plus tranchant. De la lucidité. Ils ne m'ont jamais vu comme une personne, juste comme une ressource. Et quand j'ai cessé d'être utile, ils ont essayé de me punir pour ça. Mais la beauté d'en avoir fini, c'est qu'il n'y a plus rien à perdre. Plus besoin d'essayer de réparer ce qui n'a jamais été réel. Plus besoin d'espérer qu'ils se réveilleront et me verront pour qui je suis vraiment. J'ai supprimé leur numéro, bloqué leur courriel, coupé les derniers comptes dont ils dépendaient discrètement. Ce n'est pas de la vengeance. C'est juste la réalité. J'ai arrêté d'essayer d'être le fils, le frère, le pourvoyeur qu'ils imaginaient. Maintenant, je suis juste Jacob, et c'est plus que suffisant. Certains week-ends, je me surprends à attraper mon téléphone par habitude, pensant que je devrais peut-être prendre des nouvelles. Puis je me souviens qu'il n'y a plus rien à vérifier. Leur absence ne fait plus mal. C'est juste silencieux, comme un bruit de fond qui s'est enfin arrêté.